Fidèles auditeurs de la radio Congo Vision, bonjour. Nous vous retrouvons ce mercredi 31 août 2016 pour une autre édition de notre programme spécial Diaspora qui vous parvient de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. À quelques mois de la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila, l'actualité de la RDC est riche avec la tenue ou non de l'élection présidentielle, le respect ou le non-respect du délai constitutionnel et la tenue du dialogue convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Nous allons discuter ces sujets avec notre invité du jour, Dr Noël Tchani, une personnalité politique qu'on ne présente plus. On le présente comme un homme nouveau et un visionnaire. Il réside à Washington, D.C., ici aux États-Unis, et il possède un background académique et une expérience professionnelle bien fournie. Il est donc haut fonctionnaire à la Banque mondiale. Docteur Tchani, bonjour. Bonjour, professeur Ngoma. Alors, veuillez un peu vous présenter à nos auditeurs. Oui, comme vous l'avez dit justement, je m'appelle Noël Tchani Mwadianvita. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. J'avais été aussi à Harvard Business School où j'avais suivi avec succès le programme de formation des managers. Et je travaille à la Banque mondiale depuis 25 ans maintenant. Avant la Banque mondiale, j'ai été dans les banques commerciales à New York, notamment à la JP Morgan Chase. Et voilà essentiellement ce que je suis. Ok. Donc, vous avez été à Citibank, à Republic National Bank, JC Morgan Chase, et vous avez aussi passé un stage professionnel à la Banque nationale de Paris en France. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de votre vision pour la sécurité et pour la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous poser quelques questions sur l'actualité de notre pays. Au moment où les travaux préparatoires pour la tenue du dialogue politique viennent de prendre fin à Kinshasa, vous vous trouvez encore ici aux États-Unis. Comptez-vous participer au dialogue, à ces dialogues convoqués par le président Kabila? Oui, vous savez, il y a beaucoup de confusion autour de ce dialogue à ce stade-ci. Le dialogue est supposé être inclusif, mais il semble qu'il y a des préalables qui ne sont pas du tout satisfaits pour pouvoir justifier donc l'inclusivité de tout le monde. Si bien qu'il y a une portion de la population congolaise qui ne se retrouve pas dans ce dialogue-là, étant donné que ces préalables ne sont pas satisfaits. Quels sont les préalables que l'opposition politique congolaise a posés? Il s'agit essentiellement de la libération des prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques. Donc j'ai vu que jusqu'à présent, il y a eu des prisonniers politiques qui sont sortis donc de la prison à compte-gouttes. Il y a aussi donc le préalable de la conversion du comité de soutien à la facilitation en comité de facilitation pour que les décisions au niveau de la facilitation soient prises de façon collégiale. Ce préalable n'est toujours pas donc satisfait. Et je sais aussi que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui s'étaient réunis ou bien qui avaient été créés donc lors de la conférence de Genève à Bruxelles, j'avais participé donc à cette réunion-là, avait aussi posé comme préalable, donc avait récusé le facilitateur même du dialogue. Alors, pour l'instant, ces questions ne semblent pas avoir trouvé de solution, mais je comprends que l'autre camp est en train donc d'avancer et que le dialogue donc va pouvoir commencer donc demain. Dans ces conditions-là, il y a encore certaines personnes telles que nous qui n'allons pas participer à ce dialogue dans des conditions actuelles. Et ces dialogues divisent l'opposition, vous l'avez dit. L'UNC, par exemple, l'UNC allié viennent de participer aux travaux préparatoires du dialogue, mais les rassemblements et la dynamique de l'opposition, les rassemblements que représente le président Étienne Tshisekedi et la dynamique de l'opposition récusent les facilitateurs et refusent donc de participer au dialogue.
Alors, quelle est votre position face à la position de l'opposition? Bon, je pense d'abord que l'opposition devrait être unie pour parler donc d'une seule voix. C'était ça l'idée derrière la création du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Donc, lorsque ce rassemblement avait été créé, il y avait la participation donc de pratiquement tout le monde. Au niveau de l'UNC, par exemple, à Genval, il y avait la participation de Claudel Lubaya, qui était le numéro 3 de l'UNC, mais il y avait aussi la participation du secrétaire général Ewanga, qui avait pris part donc à ces travaux-là. Et j'ai compris que l'OMLC avait endossé, avait endossé donc aussi les résolutions donc de Genval. Le MLC donc semblait être divisé. Il y a des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Globalement, ce rassemblement donc regroupe pratiquement tout le monde. Et dans ces conditions, moi je peux dire que je soutiens la position donc du rassemblement pour que nous puissions donc aller dans cette discussion donc en parlant donc d'une seule voix. Et c'est à ce niveau-là donc que je me situe, quoi. Vous avez parlé de Jean-Bertrand Ewanga. Il vient de démissionner de son poste de secrétaire général de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe. Laissez-moi vous féliciter quand même. Vous êtes un des rares politiciens congolais qui vient d'écrire des livres pour expliquer votre vision politique. Ça, c'est quand même rare au Congo. On ne sait pas trop bien pourquoi les politiciens congolais n'écrivent pas sur leur vision politique. Est-ce que cela veut dire que vous avez commencé à vous préparer pour diriger la RDC depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans? Bon, c'est une bonne question que vous posez. D'abord, quand vous dites que je suis l'un des rares politiciens, je n'ai jamais été politicien au Congo. J'ai jamais occupé donc des postes politiques, donc je me considère moi personnellement comme étant un technocrate. Donc toute ma vie, je l'ai passé, toute ma carrière professionnelle a été donc dans les banques commerciales et les banques d'investissement à New York et ici à la Banque mondiale, toujours en tant que technocrate. Mais j'ai commencé à réfléchir sur les problèmes du Congo depuis très longtemps. Par exemple, à titre d'information, j'ai publié donc le plan Marshall pour la République démocratique du Congo qui constitue une vision de développement donc à long terme du pays. Mais les premiers articles que j'ai publiés sur le plan Marshall étaient en 2003. 2004, j'ai dû actualiser ça. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour transformer fondamentalement le destin donc, de nos compatriotes. Donc je me suis préparé à ce que je suis devenu aujourd'hui depuis très longtemps au fil du temps. Et j'ai publié pendant cette période-là 5 livres qui tous parlent de la République démocratique du Congo à partir de ma thèse de doctorat qui portait sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. C'est une thèse de doctorat publiée à l'Université de Paris 9 Dauphine et qui est disponible donc dans les librairies donc de cette université-là et dans d'autres librairies aussi à travers le monde. Au-delà donc de ça, j'ai dû publier donc Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo. Ça s'appliquait toujours donc sur la RDC. Après, j'ai publié donc Building Credible Central Bank, un livre publié donc en anglais, Policy Lesson for Emerging Economies, où j'ai justifié aussi ce qu'il faut faire pour que la Banque centrale, d'une façon générale, donc soit forte et crédible. Et j'ai fait une application à la Banque centrale du Congo. J'ai publié par la suite donc 3 autres livres qui ont suivi la bataille pour une monnaie nationale crédible et puis la force du changement et enfin au grand mot, les grands remèdes, un plan Marshall pour la RDC. Donc j'ai commencé à réfléchir sur les problèmes congolais depuis très longtemps et je me suis préparé à assumer certaines fonctions au cas où une opportunité donc se présente à travers bien sûr une participation effective donc aux élections comme celles qui vont venir bientôt. Vous avez donc la maîtrise de la situation en RDC, mais comme vous le savez, la RDC a plusieurs défis à relever. Il y a plusieurs problèmes, en tout cas notamment le problème le plus important, c'est un problème sécuritaire. Et la sécurité nationale de la RDC n'est pas vraiment assurée. Le budget national du pays n'est pas à la mesure des richesses du pays. Il y a une criminalité urbaine inimaginable au pays, un système éducatif inadéquat, une pauvreté inexplicable, une corruption rampante et même une instabilité politique que certains diraient entretenue. Alors, pourquoi voulez-vous être candidat dans ces contextes? Pourquoi voulez-vous diriger le Congo dans ces contextes? Comment comptez-vous relever tous ces défis?
Ça, c'est une question excellente. Vous savez, ça fait, comme je vous l'ai dit, 25 ans que je travaille dans le domaine du développement. Donc, je suis spécialiste des questions du développement. J'ai travaillé sur plusieurs pays à travers le monde. Au total, à peu près 85 pays sur lesquels j'ai travaillé, dans les Caraïbes, en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique aussi. Et dans ces 85 pays, j'ai vu des pays qui font des progrès et des pays qui n'avancent pas du tout et qui reculent. Je suis triste de vous dire que parmi les pays qui n'avancent pas du tout et qui ne font que reculer année après année, où le pouvoir d'achat donc des gens ne s'améliore pas, il figure donc le mien, qui est donc la République démocratique du Congo. Mais j'ai pu travailler aussi donc sur d'autres pays où j'ai contribué à la conception, à la mise en œuvre des stratégies de développement de ces pays et j'ai vu ces pays-là faire des progrès considérables. Pour vous donner quelques exemples rien qu'en Afrique, je mentionne toujours les îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant était de $400 il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le PIB par habitant du Cap-Vert est de $4 500 et le Cap-Vert est sorti du groupe des pays à revenus faibles pour devenir un pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire que voilà un pays qui se développe, où on a vu donc des progrès sur le plan de développement. Je peux mentionner d'autres exemples. Un pays comme le Sénégal. D'ailleurs, le dernier livre que j'ai publié qui s'appelle La force du changement est préfacé par l'ancien président sénégalais Abdoul Diouf, qui m'avait connu pendant qu'il était président du Sénégal. J'ai dû aider le pays à concevoir un programme de réformes économiques, d'abord pour éliminer l'endettement extérieur du pays, commercial, et ensuite le programme de réformes économiques qu'on a dû mettre ensemble en œuvre avec l'idée qu'une fois que le Sénégal atteint un certain niveau de crédibilité, il pourrait obtenir donc des notations de la part des agences de notation internationales telles que Standard & Poor's, S&P & Fitch. Et vous savez, on donne parfois des notes telles que AAA, AA, ainsi de suite. Là. Alors, nous avions prévenu le gouvernement du Sénégal à l'époque que pour commencer, vous aurez donc une notation qui ne serait pas très bonne. Mais si vous continuez à améliorer, à mettre en œuvre des programmes de réformes économiques qu'on avait convenus ensemble entre les institutions de Bretton Woods et le gouvernement sénégalais, vous pourrez améliorer progressivement donc votre crédibilité sur les marchés internationaux et vous allez améliorer donc votre notation et avec ça, vous pourrez être en mesure d'émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers régionaux ou même internationaux, lever des ressources, utiliser ces ressources-là pour financer la construction des grandes infrastructures telles que les autoroutes, telles que les aéroports, ainsi de suite. Et le Sénégal a dû suivre ces conseils, a dû faire ce travail. Et aujourd'hui, je peux vous inviter à aller voir donc le Sénégal quand vous voyez, par exemple, l'aéroport donc de Dakar. Cet aéroport a été financé avec un emprunt obligataire donc de ce genre-là. Quand les avions arrivent, atterrissent là-bas, ils payent donc les frais d'utilisation, les frais pour utiliser donc l'aéroport. Cet argent qui est collectionné va dans un compte escroc. Ce compte escroc est utilisé pour rembourser l'emprunt obligataire qui a été contracté pour construire l'aéroport. Il en est de même, par exemple, des autoroutes. On construit donc une autoroute avec un emprunt obligataire qui a été levé sur les marchés financiers. Et l'autoroute, donc une fois qu'elle est terminée, l'utilisateur va payer ce qu'on appelle, c'est comme aux États-Unis, ce qu'on appelle les toll fees. Voilà, donc on paye donc ces fees-là qui vont entrer dans un compte escroc et ce compte escroc est utilisé pour pouvoir rembourser le prêt qui a été contracté. Donc, j'ai aidé plusieurs pays de ce genre et on a vu un développement spectaculaire dans ces pays-là. Alors maintenant, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que chez moi, en République démocratique du Congo, nous avons été capables de le faire ailleurs, mais chez nous, chaque fois que je rentre là-bas, je trouve des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Moins de 10% de la population congolaise a accès à l'eau potable, à l'électricité. Je peux dire aujourd'hui que une famille sur deux mange en faisant ce qu'on appelle le délestage alimentaire. On mange aujourd'hui et on saute la journée de demain pour manger donc le jour suivant. Les conditions donc de vie des gens ne sont pas du tout bonnes, elles sont même médiocres. Et d'ailleurs, le PNUD qui fait le classement en utilisant l'indice de développement humain classe la RDC parmi les pays les plus pauvres de la planète aujourd'hui, pratiquement à l'avant-dernière position sur l'échelle donc mondiale. Pour comparer donc tous les pays du monde, ça montre bien que notre pays n'avance pas comme il se doit. La gouvernance elle est mauvaise, la corruption elle est endémique, les investissements dans les infrastructures de base, éducation, dans les hôpitaux, dans les centres de santé qu'on sort, les investissements ne suivent pas la croissance donc de la population pour qu'on ait donc des infrastructures donc de qualité.
avec tout ça, je me suis dit, quelqu'un comme moi qui a eu donc l'occasion de travailler ailleurs, de faire la différence dans d'autres pays et qui a une base de comparaison parce que j'ai pu réaliser des résultats probants, comme je vous ai dit, au Sénégal, au Cap-Vert, au Botswana, au Cameroun, et je peux citer donc plusieurs exemples. Aller même dans les Caraïbes, aujourd'hui, je travaille sur l'une des plus grandes économies du monde, donc la Chine, des pays comme les Bhoutan, où on fait des progrès énormes. Je me suis dit, avec cette expérience-là, je peux l'utiliser pour faire la différence dans mon pays. C'est la raison qui me pousse aujourd'hui à me présenter aux élections présidentielles en République démocratique du Congo pour participer à la gestion du pays au niveau le plus élevé et entraîner donc les autres à faire des changements importants tels que je les ai fait ailleurs dans d'autres pays afin de créer de bonnes conditions pour tout le monde, pour tous les Congolais. Et la réforme monétaire fait partie de votre expertise. En 1997, vous avez co-présidé à Kinshasa la commission des réformes monétaires qui a conçu le franc congolais. Quelle est votre appréciation critique du comportement du franc congolais aujourd'hui et comment pouvez-vous redynamiser cette monnaie si vous avez l'occasion? Oui, effectivement, en 1997, à partir du mois de mai, au moment où les gens de la FDL avaient arrivé à Kinshasa, j'avais fait partie donc du groupe qui avait préparé la réforme monétaire pour remplacer le Zaïre monnaie par la nouvelle monnaie qu'on avait conçue, qui est donc le franc congolais. Et on avait conçu cette monnaie avec l'idée que ce serait une monnaie qui va durer pour toujours, une monnaie qui va conserver de la valeur, qui va préserver de la valeur ou bien le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et je vous informe que dans ce groupe-là, ma particularité était d'avoir convaincu le président de la République à l'époque, Laurent Désiré Kabila, à ne pas mettre ces photos sur les billets de banque. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui le franc congolais où on n'a pas la photo du président de la République. C'était moi qui avais convaincu le chef de l'État parce que tout le monde, tous les autres qui étaient donc dans le groupe ne voulaient pas en parler ou bien ils avaient peur. Bon, on a dû arranger pour que je puisse rencontrer le président. Je lui avais expliqué donc les bienfaits de pouvoir avoir une monnaie où il n'y avait pas le président en exercice qui se trouvait donc sur les billets des banques. Et Dieu merci, donc il avait accepté cette recommandation et je pense que c'est une tradition qui a maintenant été introduite dans les coutumes congolaises et j'espère qu'il n'y a pas d'autres chefs d'État qui viendraient pour changer cela. Alors, la monnaie, quand on l'avait conçue à l'époque, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar quand la monnaie était lancée en juin 1998. Aujourd'hui, un franc congolais achète combien? 0 cents d'un dollar. Je vais inverser ça. À l'époque, un dollar achetait 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, un dollar achète à peu près 1100 francs congolais. Ça veut dire que la monnaie a perdu toute sa valeur depuis très longtemps. Donc la monnaie que nous avons aujourd'hui ne vaut absolument rien. Conséquence donc de cette évolution de la monnaie, la dollarisation a envahi l'économie nationale. Les gens n'ont pas confiance dans la monnaie nationale. Les gens utilisent des monnaies étrangères dont l'euro et le dollar. Donc l'économie congolaise est dollarisée à pratiquement 95%. Ça veut dire qu'en réalité, contrairement donc à l'article 176 de la Constitution qui dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur le territoire congolais, il y a une violation de la Constitution parce que tout le monde utilise, même les autorités publiques au niveau le plus élevé de l'État, utilisent le dollar simplement. J'ai fait cet exercice un jour avec un membre du gouvernement en lui demandant, bon monsieur, est-ce que vous avez un peu d'argent sur vous? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous pouvez sortir cet argent-là? Il m'a sorti donc des billets de 100 dollars. Je lui ai dit, mais est-ce que vous réalisez que vous êtes en violation de la Constitution qui dit qu'il n'y a que le franc congolais que vous pouvez utiliser? Il a rigolé. Il m'a dit, s'il vous plaît, il ne faut pas en parler aux gens. Mais c'est ça donc la vérité. Donc le franc congolais ne vaut rien aujourd'hui. Mais le gouvernement, là, sans vous interrompre, le gouvernement parle de la stabilisation de la monnaie. C'est une stabilisation fictive. Moi, je ne crois pas que quand on a une monnaie qui ne vaut rien, qu'il faut même passer du temps à dire donc on va la stabiliser. Il faut changer les choses et il faut se poser la question pourquoi on en est arrivé à ce point où la monnaie ne vaut rien. On en est arrivé là-bas pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Un, il n'y a pas confiance dans le pays. Le risque pays est très élevé. Deux, on n'a pas confiance dans la gouvernance du pays. Le leadership politique n'inspire pas confiance. Trois, il n'y a pas de vision. Quatre, il n'y a pas de politique monétaire crédible. Cinq, la Banque centrale ne fait pas son travail. Six, l'économie du pays ne produit pas. Quand une économie ne produit pas, la monnaie de ce pays-là ne peut pas tenir debout. Donc il y a toute cette combinaison des facteurs qui font que, aujourd'hui, le franc congolais est l'ombre
de lui-même, ne vaut pas donc ce qu'il est supposé valoir, ne préserve pas le pouvoir d'achat donc de la population congolaise. Il nous faut penser sérieusement qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que nous puissions donc redonner à la monnaie congolaise la crédibilité dont nous avons besoin. Et pour le faire, ce n'est pas simplement un problème de la monnaie, c'est un problème du pays, de la gestion. Quand on parle de ce dialogue intercongolais, on parle donc de la stabilité du pays et consort. Tout cela, ça contribue à la crédibilité de la monnaie. Et donc, vous avez un plan Marshall pour résoudre tous ces problèmes de la RDC. Vous pouvez un peu nous présenter brièvement votre plan Marshall et quels sont les axes prioritaires de votre plan? Oui. Le plan Marshall que j'ai préparé, c'est une vision de développement qui s'étale sur une période de 15 ans et qui va nécessiter un investissement de 800 milliards de dollars pour fondamentalement transformer la situation du Congo que j'ai décrite comme étant très mauvaise actuellement. Alors, les axes, ce plan donc s'articule autour de 8 piliers fondamentaux. Le premier pilier consiste donc à promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Car je considère que sans une administration publique fonctionnelle, on ne peut rien faire donc dans un pays. Le deuxième pilier consiste donc à investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'autosuffisance alimentaire. Le troisième pilier consiste à promouvoir l'émergence de la finance nationale, c'est-à-dire à restructurer la Banque centrale pour qu'elle devienne une autorité monétaire crédible, à restructurer le système financier pour pouvoir répondre aux besoins des individus et du secteur privé, mais également de l'État. Et puis à restructurer la monnaie pour mettre fin à la dollarisation que j'ai dénoncée tout à l'heure, qui couvre près de 95% de l'économie congolaise, afin que nous puissions donc redonner à la monnaie nationale, donc le franc congolais, la valeur qui lui convient, pour que ce soit la seule monnaie qu'on utilise donc dans le pays. Le quatrième pilier consiste donc à promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable. Nous avons un secteur privé congolais aujourd'hui, mais ce secteur privé-là, allez voir, les grandes entreprises, elles sont toutes étrangères. Il n'y a pas de Congolais qui sont riches, légalement. Ceux qui sont riches réellement, c'est eux qui ont été donc au pouvoir, qui ont pris donc les fonds publics et qui se sont remplis donc les poches. Nous avons besoin de créer donc un environnement propice au secteur privé pour qu'il y ait émergence donc d'une dynamique nationale tenue par des Congolais qui deviendraient des propriétaires d'entreprises, des propriétaires donc des banques dans tous les secteurs et qui soient riches et qui fassent donc des affaires normalement d'après un environnement qui soit incitatif. Le cinquième pilier consiste à réaliser ce que j'appelle les grands travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire la construction des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports, des ports, des hôpitaux publics, des écoles publiques, ainsi de suite. Et au départ, d'où viendra l'argent? Je vais d'abord terminer les piliers et puis je vais parler de la question d'argent après. Le sixième pilier consiste à favoriser et à accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minéraux, la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais également la mise en valeur planifiée et ordonnée des forêts et l'éclosion du secteur tertiaire, dont le tourisme par exemple. Le septième pilier consiste à créer donc des synergies entre le marché intérieur qui est déjà un grand marché parce que le Congo c'est un grand pays de 80 millions d'habitants à peu près. Créer des synergies entre ce marché intérieur et l'intégration régionale pour que nous puissions produire localement et exporter aussi donc vers d'autres pays africains. Et enfin, il y a le huitième pilier qui consiste donc à mobiliser les ressources humaines et financières pour mettre en œuvre les différents volets donc de ce pilier. Et j'ai estimé les ressources financières à 800 milliards de dollars. Donc vous avez posé la question de savoir d'où viendraient les 800 milliards de dollars pour pouvoir mettre en œuvre donc ce plan Marshall. Il y aurait une combinaison de sources ici. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le Congo est un pays considéré, c'est pas moi qui le dis. C'est des organisations indépendantes telles que Transparency International. Et quand ils le disent, nous sommes tous embarrassés. Transparency International dit que le Congo est l'un des pays les plus corrompus de la planète. Le panel des experts africains dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qui avait conduit une mission au Congo en 2013, avait fini la mission en concluant que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, mais plutôt dans des poches de privés. Et nous savons tous que même notre propre conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la lutte, de promotion donc de la bonne gouvernance, Luzolo Bambi, il estime que chaque année la RDC perd 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale et de détournement de fonds publics. Donc, pour pouvoir financer donc mon plan, la première étape à suivre,
c'est de pouvoir combattre la corruption. Récupérer déjà l'argent congolais qui est détourné par les privés et qui va dans des poches des privés. Récupérer donc la grande partie, sinon tout cet argent-là, pour mettre dans le budget national. Maintenant, nous avons un budget donc de 9 milliards de dollars. Et quand on vous dit que 85% de revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, c'est qu'en réalité, ce budget-là représente à peu près 15%. Donc, la grande portion donc, des revenus se trouve en dehors du budget. 8 milliards le budget du pays. Entre 9, oui, bon, ça varie. Oui, c'est entre 6, 7, 8 jusqu'à 9 milliards de dollars. Donc, si vous arrivez à faire des calculs, vous allez trouver qu'il y a plus d'argent en dehors du budget que dans le budget. Donc, menons la lutte contre la corruption. Pour récupérer cet argent, on va le mettre dans le budget, on va augmenter considérablement des ressources pour financer donc une portion donc de ce plan. Maintenant, ce qui va rester, nous allons pouvoir le contracter auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais également auprès des investisseurs directs étrangers. Parce que dans mon plan, il y a des projets qui ne nécessitent pas nécessairement que l'État puisse sortir l'argent de sa poche ou bien de son budget. Il y a des projets tels que le Grand Barrage d'Inga. On peut mettre un environnement en place tel que le secteur privé pourrait venir investir dans la construction donc, du barrage d'Inga. Donc, si on organise très bien la construction du chemin de fer, ça peut être financé par des privés. Même la construction donc, de certaines routes. Je suis allé au Texas tout récemment. Vous allez voir donc le George Bush Highway. C'est des boulevards privés, financés par des privés et par le mécanisme que j'ai expliqué que le Sénégal a utilisé. Une fois qu'on a financé, on a fait un emprunt obligataire, on a financé la construction donc d'une route. Maintenant, pour rembourser le prêt qui a été contracté pour ça, ce qu'on peut faire, c'est mettre donc les péages. Les gens vont utiliser la route en payant et les payants, et si l'argent est bien géré, on récolte ça, on met dans un compte escroc et on utilise ce montant-là à la fin de chaque mois pour rembourser le prêt. Donc voilà la façon dont j'envisage pouvoir financer la mise en œuvre donc, de ce plan Marshall. Donc, pour me résumer, ce sera une combinaison des ressources internes en combattant la corruption, aussi par des emprunts auprès donc, des bailleurs de fonds, mais vraiment de façon réduite. Et une portion viendrait donc des investissements directs étrangers. La combinaison de cela pourra nous amener donc à mobiliser les 800 milliards de dollars sur une période donc, de 15 ans. Alors, être candidat à la présidence en RDC demande beaucoup de moyens humains, financiers et matériels. Où comptez-vous trouver ces moyens? Vous savez, j'ai l'avantage d'avoir travaillé dans la finance. Et j'ai l'avantage aussi d'avoir rencontré beaucoup de gens, non seulement dans le secteur privé, mais dans tous les milieux. Il n'y a aucun candidat à la présidence, donc, par exemple aux États-Unis, qui finance donc la campagne de sa propre poche. Il y a toujours des gymnastiques que les gens font pour mobiliser des ressources auprès de gens qui croient dans votre vision, qui pensent que votre projet est faisable pour votre pays. Je vais mobiliser de l'argent et je suis dans le processus de mobiliser de l'argent pour financer ma campagne. Et j'ai fait un budget qui est consistant et les Congolais vont assister pour une fois à une véritable campagne présidentielle où la personne va être en mesure de se déplacer donc dans tous les pays sans restriction, mais de financer tous les besoins qu'il faut, payer le personnel au sol, faire tout ce qui est nécessaire pour se faire entendre, pour vendre donc son projet de société auprès de la population. En 2006, on a vu le docteur Kachala tenter cette expérience. Ça n'a pas marché. Pourquoi croyez-vous que cette fois-ci ça va marcher? Vous venez du pays, comment vous avez essayé vous avez palpé les réalités sur comment réagit la population par rapport à votre candidature? La population réagit de façon très positive. Je vous informe qu'il y a un journal qui a imprimé des articles la semaine dernière. Une petite interview que j'avais accordée. Il y avait ma photo sur la couverture. Les gens se sont bagarrés pour avoir ça. Donc à Kinshasa, mais également donc dans les provinces. Je reçois des milliers de courriers tous les jours. Il y a un engouement terrible. Vous savez pourquoi ma candidature est très intéressante pour les Congolais? Je suis le seul qui n'ait jamais été trempé dans la corruption au Congo. La corruption nous a amenés là où nous sommes. Je suis le seul à n'avoir jamais été mêlé dans la politique congolaise. Les politiciens nous ont amenés là où nous sommes. Je n'ai jamais été politicien, je suis un technocrate, j'ai toujours fait mon travail, j'ai gagné ma vie à la sueur de mon front, je n'ai jamais volé un seul centime des caisses de l'État et j'estime que les Congolais apprécient tout ça. Et j'estime que je vendrai et j'ai un projet de société qui vaille la peine, qui peut faire la différence dans la vie de chacun de nous. Je souhaiterais simplement que les Congolais aient le temps de connaître ce projet de société. Une fois qu'ils vont le connaître,
je suis sûr que ça fera une différence par rapport à toute cette marmaille des politiciens qu'on peut trouver donc sur le terrain. Alors, sans sécurité, comme vous le savez, il n'y a pas de développement. À supposer que la population congolaise vous fasse confiance aujourd'hui, compte tenu de vos qualités exceptionnelles, comment réglerez-vous les violences infligées à la population de Beni par les ADF Nalou et les populations de l'Est en général? Et comment réagirez-vous si vous appreniez que le Rwanda s'apprête, vous l'avez peut-être déjà appris, que les Rwandais s'apprêtent à se doter d'une usine de traitement de coltan, et comme nous le savons, le coltan est produit en RDC, et l'Ouganda se prépare à électrifier les territoires de l'Ituri, alors que beaucoup de territoires ougandais n'ont pas d'électricité. Donc comment concrètement allez-vous assurer la sécurité de cette partie du pays et aussi entretenir de bonnes relations avec les voisins de la RDC? Vous savez, ça c'est une question fondamentale. En tant que Congolais, nous devons prendre conscience de ce qui nous est arrivé. Vous savez que depuis 1996 jusqu'à ce jour, près de 10 millions de nos compatriotes ont été sauvagement tués. Et les plus récents massacres qui ont traumatisé donc notre pays sont les tueries donc en série de Beni dans le Nord Kivu, mais également de Chimbulu dans le Kasaï central au début de ce mois. Trop c'est trop, il faut le dire. On peut même conclure que l'État congolais n'existe que de nom et est incapable littéralement de protéger les Congolais et leurs biens. Moi, si je suis élu président de la République, l'une des priorités sera de rétablir et de promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie sur l'ensemble du territoire national. Et pour pacifier le pays et sécuriser tous les Congolais, nous devons rétablir l'autorité de l'État dans tout le pays. Nous allons réformer l'armée, la police, les services de sécurité afin de les rendre plus humains, plus performants, plus disciplinés, républicains, respectueux de la vie humaine, mais également des biens d'autrui. Cette histoire d'avoir une armée qui est au service d'un individu, ça doit cesser. Si je suis président de la République, l'armée et la police, les services de sécurité, ils vont être éduqués pour pouvoir être loyaux au pays, mais pas à moi en tant qu'individu. Je suis là, je vais faire un mandat de 5 ans renouvelable une fois si je suis réélu, si je travaille bien. Et au-delà de ça, le pays doit continuer. Donc on doit avoir des institutions crédibles plutôt qu'avoir donc une loyauté à des individus. Il nous faudra donc inventorier et examiner les effectifs des éléments en uniforme en fonction des critères de qualification professionnelle, de nationalisme, de moralité, d'aptitude, parce que dans notre armée, dans notre police, ou même les services de sécurité, on trouve du tout. On ne sait pas qui vient d'où, et on ne sait pas quelle qualification donc il a. Il nous faudra recruter et former de nouveaux éléments en uniforme, doter l'armée et la police des équipements adéquats tout en favorisant le recyclage de ceux qui sont déjà au service de la nation. Il faudra, moi je pense, garantir la rémunération adéquate et régulière ainsi que la pension des hommes et des femmes dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. En contrepartie, en faisant tout ça pour eux, la corruption et l'indiscipline ne seront pas tolérées. Et ils seront sévèrement sanctionnés, y compris par des révocations définitives. Sous ma présidence, je considère que l'armée, la police et les services de sécurité ne seront plus des dépotoirs des criminels qui tuent et pillent sans âme ni conscience. Ils deviendront des services professionnels, travaillant pour le pays et la population. J'inviterai tous les rebelles. Il y a tout plein de troupes rebelles là-bas, donc à l'Est, on ne sait pas qui fait quoi là-bas. J'inviterai tous les rebelles à déposer les armes immédiatement et à suivre ce que j'appelle des programmes de démobilisation et de réinsertion dans la société. Nous allons donc réformer l'État et l'administration publique pour que nous puissions mettre en place des institutions fonctionnelles, des institutions fortes et fonctionnelles qui rendent service donc au pays. Donc voilà ma vision pour pouvoir donc ramener la paix et la sécurité donc de ce côté-là. Mais au-delà de ça aussi, je pense que nous allons instituer ce que j'appelle la commission de vérité, paix et réconciliation nationale, parce que les Congolais se sont fait la guerre. Il faut admettre qu'il y a des ethnies, des tribus, des villages qui se sont bagarrés et il faudra qu'on puisse trouver un modus vivendi pour ramener donc la paix dans ces endroits-là. Il nous faudra donc réformer la justice pour que ceux qui ont commis des exactions contre des individus puissent donc répondre donc de leurs actes devant la justice, mais une justice qui soit indépendante, qui ne soit pas donc téléguidée. Donc voilà ce que je pense pouvoir faire. Mais au-delà de ça, nous devons aussi créer des opportunités pour les Congolais. Parce que, vous savez, dans cette zone-là,
Lorsque les individus sont au chômage, il y a beaucoup de tentations. Il suffit de venir là-bas avec 50 dollars, 100 dollars. Vous pouvez acheter quelqu'un, lui donner une arme et puis il va aller commettre donc des crimes parce qu'il va vous chercher des matières premières quelconques. Nous allons créer des opportunités en mobilisant donc, en faisant d'abord des infrastructures donc de base, l'eau, l'électricité, les écoles, les hôpitaux, les routes donc dans ces environs-là, à créer de bonnes conditions pour que les gens, quand ils vont travailler, ils ne vont plus avoir donc le temps d'aller faire la guerre ou bien d'aller se tuer entre eux-mêmes. Donc voilà ce que je pense faire. Mais en le faisant, nous devons aussi penser aux pays voisins. On ne doit pas simplement donc créer un enclos à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Nous devons promouvoir donc l'intégration régionale pour que même les pays de la sous-région aussi qui nous entourent, les 9 voisins que nous avons, quand il y a des programmes de développement économique donc en RDC, ces programmes pourraient s'étendre aussi à ces pays-là pour que collectivement on puisse avoir donc un îlot de paix dans la sous-région plutôt que se limiter simplement à la République démocratique du Congo. Maintenant, vous avez soulevé donc la question de cette entreprise qui a été créée donc au Rwanda et vous avez mentionné aussi notre entreprise donc en Ouganda qui fait donc l'électricité. Quel est mon point de vue donc là-dessus? Vous savez, le Rwanda et l'Ouganda, tout comme tout autre pays, tous les pays voisins que nous avons, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, ainsi de suite, tous ces pays-là, c'est des pays souverains. Ils sont responsables du destin de ce qui se passe sur leur pays. Ces gouvernements-là, c'est des gouvernements qui sont responsables pour leur population chez eux. Je ne peux pas donc dire à un pays voisin, ne mettez pas une entreprise donc dans tel secteur chez vous, parce que nous suspectons que peut-être que vous achetez ces matières premières-là illégalement donc chez nous. Je ne peux pas dire ça. Ce que moi je dois faire, c'est quoi? C'est créer des conditions pour que le secteur privé congolais se développe normalement sur le territoire congolais. Promouvoir des investissements des Congolais, mais également attirer des investissements étrangers au Congo pour pouvoir établir ces entreprises-là de transformation des matières premières en République démocratique du Congo. Si je le fais et que les créateurs de coltan, de diamants ou d'or et consorts trouvent qu'il y a des acheteurs qui sont sur place, des entreprises organisées, ils vont aller vers ces entreprises-là. Mais si nous ne faisons rien donc chez nous, nous n'avons pas cette vision de développement-là pour notre pays, vous savez, les êtres humains, ils sont entreprenants. Ils vont trouver des moyens pour creuser, illégalement sortir ces matières premières, aller les vendre donc à l'extérieur. Donc, moi, je ne me préoccupe pas tellement de ce que le Rwanda est en train de faire chez lui, ou l'Ouganda est en train de faire chez eux, ou la République centrafricaine et consorts. Je souhaiterais que les Congolais prennent conscience que nous avons un grand pays, nous avons des grandes opportunités en ce qui concerne donc les minéraux, les matières premières. Je voudrais rien qu'à titre indicatif vous dire ce que le Congo donc regorge comme ressources. Le Congo a un répertoire de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. Le Congo a 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Le Congo a 135 millions d'hectares de forêts qu'on peut exploiter. Nous ne sommes derrière qu'après le Brésil. Nous avons une potentialité de 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique, des sources diverses d'énergie renouvelable telles que le solaire, la biomasse, la géothermie, le charbon, le nucléaire, le gaz méthane. Et d'ailleurs, vous parlez aujourd'hui donc du coltan, mais le Rwanda a déjà inauguré une usine de production donc de gaz méthane. De l'autre côté, alors qu'au Congo, nous sommes en train de dormir, le gaz méthane là vient d'où? Vient du lac Kivu. Donc, je ne peux pas empêcher à un pays étranger de faire ce qu'il veut faire pour sa population. C'est à moi, en République démocratique du Congo, de faire cela et de faire même mieux. Parce que toutes ces richesses-là, il y en a au Congo. Si nous créons des conditions pour pouvoir faire la transformation de ces matières premières donc en produits semi-finis ou bien produits finis, nous allons créer en l'espace de 15 ans, comme je l'ai dit, entre 50 et 100 millions d'emplois, suffisamment pour créer du travail pour tous les Congolais. C'est ça que nous devons faire. Alors, votre candidature n'aura de la valeur que si l'élection a réellement lieu dans notre pays. Le processus électoral n'a pas encore véritablement commencé. Et comme vous le savez, la Commission constitutionnelle a donné son interprétation de l'article 70 de la Constitution. Et d'après cette commission, le président Joseph Kabila pourra rester à la tête du pays après l'expiration de son mandat, même si la Constitution semble contredire cette interprétation.
Alors, quel est votre avis à ce sujet? Et puis, quand comptez-vous commencer votre campagne? Oui, la campagne, elle a déjà commencé, d'une façon ou d'une autre, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas encore libéralisation de l'espace politique. Il faut que nos compatriotes comprennent ça. Si aujourd'hui, je prenais l'avion, je débarque à Kisangani, je voudrais faire donc un meeting, on ne va pas m'autoriser à faire ça. Donc, ça ne sert à rien donc d'aller dans un environnement qui est encore malsain. Mais aujourd'hui, j'ai la liberté de pouvoir vous parler. Cette interview va être diffusée partout et ça va être suivi par des gens au Congo qui ont accès donc à l'internet ou bien à la radio et ainsi de suite là-bas. Donc la campagne, d'une façon subtile, elle a déjà commencé. Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation donc de ces articles de la Constitution, moi je crois que notre Cour constitutionnelle est là rendu des arrêts qui ne sont pas très constitutionnels. L'article 70 de la Constitution est très clair. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Pas plus, pas moins. Et cet article, on ne peut le comprendre qu'en le lisant en connexion avec l'autre article qui est l'article 76, qui dit que 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République, la CENI doit pouvoir convoquer l'élection présidentielle. Si la CENI ne le fait pas, il y a violation de la Constitution. C'est là que la Cour constitutionnelle a commis une erreur. Alors maintenant, la même Constitution prévoit aussi que s'il y a manipulation de l'arrêt ou bien de la Constitution par la Cour constitutionnelle pour permettre au chef de l'État de rester donc en poste éternellement ou bien jusqu'à ce qu'il voudra organiser donc des élections. Il y a possibilité qui est donnée par la Constitution au peuple congolais de se prendre en charge. C'est l'article 64. Moi, je pense que la RDC est arrivée dans une zone de turbulence. À partir du 1er septembre, à partir du moment que le dialogue va commencer à Kinshasa, qui n'est pas inclusif, qui n'inclut pas donc tout le monde. Il faut s'attendre à ce que d'un moment à l'autre, la population puisse descendre dans les rues, d'abord de façon pacifique, mais ces choses peuvent dégénérer donc d'un moment à l'autre, et c'est à craindre que notre pays va pouvoir traverser une période beaucoup plus difficile que ce qu'on pouvait avoir si simplement la majorité donc au pouvoir avait accepté le principe donc d'organisation donc des élections tel que c'est prévu par la Constitution. Alors, que faire pour éviter les chaos dans notre pays? Parce que là, on semble aller droit dans ces chaos, ou peut-être même à une guerre civile, si la population décidait d'affronter les pouvoirs en place. Et qu'est-ce qu'il faut pour éviter ces chaos et épargner les vies humaines? On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso et on parle de la situation du Gabon aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, à Libreville aujourd'hui, aussi doit inquiéter les gouvernants de notre pays. Et on observe un mutisme inhabituel du président congolais, Joseph Kabila, qui décide de ne rien dire sur son sort. La classe politique de notre pays semble être divisée et la population semble être déterminée à affronter les pouvoirs en place. La diaspora d'ailleurs s'est déjà prononcée pour les départs de l'actuel chef de l'État, une bonne partie de la diaspora. Qu'est-ce faut-il pour éviter les chaos en RDC? Oui, je pense que c'est pour cela que j'ai toujours été favorable à ce qu'ils appellent le dialogue. Et je pensais que tout le monde avait la même volonté pour aller à un dialogue qui soit franc et qui discute des vrais problèmes du pays pour qu'on trouve des vraies solutions à ces problèmes-là. Malheureusement, je constate toujours que l'autre camp essaie de manipuler les choses pour se maintenir donc au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes au bord d'une catastrophe. Ça peut exploser donc à tout moment. Que faire? Chacun de nous, à son niveau, doit pouvoir faire ce qui est nécessaire pour que nous puissions donc éviter donc le pire. Par exemple, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été reçu à la Maison Blanche ici et une heure plus tard, j'étais reçu donc au département d'État. Je me suis entretenu avec les autorités américaines pour leur faire comprendre ce que nous pouvons essayer donc de réaliser. J'ai demandé par exemple que le dialogue qui est supposé commencer demain, et je ne crois pas, ils m'ont dit que c'était pratiquement la machine était en marche, mais le dialogue qui est supposé commencer demain soit retardé pour qu'on essaye donc de ramener tout le monde. Et il faut bien comprendre ce que d'autres personnes demandent. Le rassemblement des forces démocratiques et sociales acquises au changement demande quoi? À récuser donc le facilitateur Kodio. Bon, vous savez, quand il y a deux camps qui vont dans un dialogue,
et qu'un camp n'accepte pas ou n'a pas confiance dans le facilitateur, ce facilitateur ne peut pas réussir. Il ne faut pas forcer cette personne sur 80 millions de Congolais. Il faut trouver une solution. Il n'est pas le seul dans le monde qui puisse être qualifié pour pouvoir donc jouer le rôle de facilitateur. Donc, à mon niveau, j'essaie d'utiliser cette diplomatie souterraine pour essayer donc de ramener ceux qui ont le pouvoir de pouvoir intervenir dans un dossier comme celui-là pour éviter que les choses ne puissent déborder ne puissent déborder quoi. Alors, si on ne peut pas trouver de solution, moi je ne sais pas. Il y a des gens qui ont participé à la rédaction de la Constitution et qui ont prévu tous ces mécanismes-là. J'ai peur que entre maintenant et le 19 décembre 2016, on finira par avoir donc les gens dans les rues et il y aura des pertes de vies humaines inutiles et personne ne saura contrôler donc le processus. Par la suite, j'ai pris le bon Dieu qu'on n'en arrive pas là et que tous les acteurs politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, puissent revenir à la raison pour qu'on puisse avoir un dialogue constructif, franc, et discuter donc véritablement donc des enjeux et des défis congolais et qu'on puisse trouver des solutions dans le cadre congolais. Ces histoires donc d'attendre toujours que l'étranger vienne trouver des solutions à nos problèmes, ça doit cesser. Aujourd'hui, le Congolais, on a 56 ans d'indépendance, nous sommes 56 ans plus mûrs. Aujourd'hui, nous sommes capables de réfléchir, on a des intellectuels, on a des gens qui ont de l'expérience professionnelle dans des domaines différents. Essayons donc d'utiliser tout ça pour arriver donc à régler donc nos problèmes, quoi. Alors, nous allons presque à la fin de cette émission. Que répondez-vous aux Congolais qui disent qui peuvent dire ah voilà un autre Congolais de la diaspora, ils croient avoir la solution miracle au problème de la RDC. C'est juste un autre Congolais, comme les autres qui sont passés avant lui. Oui, mais moi je dis ceci. Vous savez, lorsque nos compatriotes raisonnent de cette façon-là, moi ça m'attriste. Je vais dire ceci. Et souvent on me jette donc ces pierres-là, me disant, oui, il y a Oscar Kachala qui avait fait ceci. Comme si un seul parmi nous dans la diaspora, quand on commet un péché, ce péché devient mortel pour tout le monde dans la diaspora. Ce n'est pas correct. Et moi je réponds à ces gens en disant ceci. Si Oscar Kachala est venu de la diaspora, et si on lui reproche quelque chose, moi, je ne sais pas ce qu'on lui reproche d'abord. Il a tenté de se présenter aux élections, ça n'a pas marché. Bon, écoutez, il y a eu des choses, même au niveau de sa famille, qui se sont passées. Je ne suis pas en liberté de pouvoir en parler ici, mais qui font que le pauvre, il pouvait donc se retirer et puis prendre un peu donc du recul par rapport à tout ça. Et il n'était pas le seul. Il y a eu Georges Aloula. Bon, je ne connais pas tous ces autres-là, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que au Congo, regardons les politiciens congolais. Ceux qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas venus de la diaspora, sont-ils des saints? Non. Les trahisons que vous entendez tous les jours là, ils changent de camp. Aujourd'hui, il est dans le camp de la majorité, demain dans l'opposition, après-demain il est dans l'opposition, la nuit il repart là-bas. Tout ce comportement des politiciens qui se vagabondent là, en quelque sorte. Faut-il conclure que tous les politiciens congolais sont comme ça? Moi, je pense que de telles généralisations, nous devons les éviter. Le Congo se trouve dans une situation particulière. Nous avons besoin de trouver les meilleurs parmi nous qui puissent nous sortir donc des problèmes. Aujourd'hui, Noël Tchani, je n'ai jamais été politicien. Et je peux vous dire, et je ne fais que le répéter, je n'ai jamais participé à la corruption, à la mauvaise gouvernance de mon pays. Je n'ai jamais participé aux assassinats. Je n'ai jamais participé aux rébellions. Je n'ai jamais volé un seul centime donc du trésor public. Noël Tchani, je suis propre et je peux lever ma main devant 80 millions de Congolais et leur dire, si vous voulez aller de l'avant, demandez quel est le projet de société que je vous amène. Je vous amène le plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. Ce plan est bien réfléchi. Examinez ce plan-là. Si vous avez des questions, posez des questions. Si vous voulez qu'on puisse l'amender, l'améliorer, on peut l'améliorer. Je suis ouvert aux suggestions. Mais à la fin, qu'on l'adopte comme étant la vision de développement de notre pays, qu'on mette ensemble ce plan de développement, ça va changer ma vie, la vie de mes enfants, la vie de tous les enfants congolais et ça va améliorer donc les conditions de vie de tout le monde. Alors, on va supposer que vous arrivez au Congo pour faire votre campagne présidentielle et on vous empêche d'aller à travers le pays. Et on vous arrête un peu comme les autres. On trouve que le pouvoir instrumentalise parfois la justice pour mettre les opposants hors d'état de nuire. Comment allez-vous réagir? Vous savez, quand on est en face donc des gens malhonnêtes, on ne peut pas prédire ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'ils peuvent faire d'un individu,
ils peuvent le faire sur tous les autres individus. Nous devons faire en sorte qu'en allant à ce dialogue-là, ces questions soient discutées pour qu'on puisse baliser le terrain, pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Les élections ne sont pas faites pour brimer, éliminer certains par des moyens malhonnêtes. Les élections sont faites pour qu'on puisse avoir un processus de sélection où des gens qui ont des ambitions différentes puissent se manifester et que la population puisse les entendre et la population puisse faire un choix judicieux. C'est tout ce que je demande. Qu'on me donne l'occasion, comme tous les autres ma compatriotes qui veulent aussi postuler à ces postes-là, de m'expliquer, de présenter mon projet de société. Et comme je vous l'ai montré, j'ai un projet de société qui est costaud. Je demande à tout le monde d'ailleurs d'acheter le livre La force du changement, sorti aux éditions du Panthéon en avril dernier. Ça fait 480 pages. C'est un plan, c'est un projet de société bien complet, bien détaillé, secteur par secteur. Et vous allez voir que nous avons réfléchi aux défis de développement donc, du pays. Si vous adhérez à ces idées-là, alors je vous invite à pouvoir rejoindre la force du changement, qui est la plateforme que je préside. Et en ce moment-là, nous allons gagner les élections et nous allons gérer notre pays autrement, nous allons gérer notre pays différemment. Alors, comme mot de la fin, votre message pour le politicien de la RDC, pour la classe politique, face au dialogue, face à leur position par rapport au dialogue, et aussi si vous avez un message pour la population en général, la population de notre pays. Oui, et je dirais que le Congo se trouve à la croisée de chemins aujourd'hui. Nous pouvons décoller, mais tout comme aussi nous pouvons disparaître de la planète. Et nous avons intérêt à faire que ce pays-là, qui est le nôtre, qui est le seul pays que nous avons, le pays de nos ancêtres, nous avons tout intérêt à faire en sorte qu'il soit préservé et qu'il puisse sortir des difficultés que nous avons. J'invite tous les politiciens, toutes tendances confondues, de la majorité présidentielle, de l'opposition, mais également nos amis de la société civile, à pouvoir mettre l'intérêt général devant les intérêts individuels. Qu'on utilise le dialogue qui va arriver, pas la formule qui va commencer demain, mais le dialogue inclusif, qui est conforme donc à la Constitution, qui respecte la Constitution, mais qui est conforme à la résolution 2277 du Conseil de sécurité donc des Nations Unies, qu'on utilise ce dialogue-là pour pouvoir débattre des problèmes congolais, des défis congolais de façon sereine, et qu'on puisse arriver à des recommandations qui puissent transformer fondamentalement le destin du pays pour que nous puissions recommencer à zéro, car pour le moment, le bilan est que nous avons échoué sur le plan du développement. Le Congo n'est nulle part. Les Congolais ne vivent pas mieux, malgré l'abondance donc des ressources naturelles. Or, nous pouvons créer des opportunités pour que tout le monde vive mieux que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc, je demande aux politiciens de se dépasser, de mettre l'intérêt du pays donc devant et d'aller dans un dialogue constructif, un dialogue qui respecte la Constitution, qui est conforme à la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Et j'invite nos amis de la majorité présidentielle à ne pas faire l'arrogance, à comprendre pourquoi les autres compatriotes de l'opposition, ce qu'ils demandent, et de pouvoir... Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi aujourd'hui le président Kabila ne peut pas ordonner donc la sortie de Diomin Dongala et de tous les autres prisonniers politiques congolais. C'est des Congolais, c'est nos frères et sœurs qui sont en prison. S'il a pu amnistier les rebelles du M23 qui ont commis des crimes, qui ont commis des viols, qui ont détruit la richesse nationale, s'il a pu les amnistier, et ces gens-là se trouvent aujourd'hui à Kinshasa en train de se promener en liberté, ils sont logés dans les grands hôtels aux frais donc du trésor public, il peut aussi amnistier Diomin Dongala s'il a vraiment commis le crime qu'on lui reproche, pour des raisons de paix, pour que nous puissions donc avoir la sérénité d'aller à ce dialogue-là. Mais je parle de Diomin Dongala, mais je parle donc de tous les autres prisonniers politiques parce que je n'ai pas la liste de leurs noms au complet. Qu'on puisse libérer ces gens-là, qu'on puisse regarder maintenant les autres conditions que l'opposition est en train donc de demander. Au lieu de dire simplement non, c'est des marginalistes, donc on va refuser, on ne va pas donc dialoguer donc avec eux. Moi je crois qu'il faudrait que la majorité mette de l'eau dans son vin pour pouvoir donc ramener tout le monde. C'est ça des sacrifices que nous devons faire pour que nous puissions tous nous retrouver ensemble et aller dans la même direction. Maintenant, en ce qui concerne donc la population congolaise, je dirais simplement qu'il ne faut pas céder au désespoir. Les gens comme nous, malgré ce que d'autres personnes pensent que nous sommes aux États-Unis, on mange le beefsteak, on est loin donc des réalités du pays, comme ils disent, ils se trompent. Nous connaissons les réalités au même titre que tous les Congolais. Quand on est Congolais, quel que soit donc là où on vit,
On vit dans le Congo sans pouvoir le dire. Tous les jours, je suis en ligne avec les Congolais. Et d'ailleurs, je connais le Congo mieux que ceux qui sont sur place à Kinshasa parce que moi, j'ai la facilité de parler avec quelqu'un à Lubumbashi, à Mbujimayi, à Kananga, au Bas-Congo, à Kisangani, tous les jours. Donc, je suis au jour des jours les réalités congolaises. Oui, je parle aussi les langues du pays, toutes les langues, mais je parle quelques langues du pays, donc dans la mesure du possible. Je connais très bien le Tsholuba, je connais suffisamment bien le Lingala, je comprends le Swahili et je parle relativement peu de mots de Kikongo. Donc je suis un vrai Congolais. Et je vous informe d'ailleurs, vous savez quoi, je suis un produit congolais, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Je suis sorti moi de la République démocratique du Congo pour aller étudier à l'étranger. Devinez comment? Avec la bourse du gouvernement congolais. Ma bourse m'a été donnée pour aller étudier à l'étranger, pour me préparer pour que demain je puisse être utile à mon pays. J'ai fait mon devoir, j'ai étudié jusqu'à obtenir le doctorat. Maintenant, j'ai eu l'expérience professionnelle. Je suis prêt maintenant à renvoyer l'ascenseur qui m'avait amené au sommet là. Cet ascenseur, je vais le renvoyer aujourd'hui en étant président de la République et je vais transformer fondamentalement le destin de nos compatriotes, le destin de notre pays, bien sûr, en travaillant dans une équipe regroupant donc nos compatriotes dans la mesure du possible. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous rappelons à nos auditeurs que nous recevions de Washington, D.C., ici aux États-Unis, le docteur Noël Tchani de Force du Changement, qui est candidat déclaré à la présidence, à l'élection présidentielle en RDC, en République démocratique du Congo. Docteur Sylvestre Ngoma vous dit au revoir et à la prochaine émission. Merci. Merci beaucoup, docteur Ngoma. Merci de m'avoir accueilli donc sur Congo Vision. À très bientôt. Bye bye. Merci.